Merci, monsieur le rapporteur spécial. La parole est à monsieur Jean Launay, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour le budget opérationnel de la Défense. Temps de parole, 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, mes chers collègues, après une rapide présentation des crédits de la Défense dans leur ensemble, je me concentrerai sur les programmes préparation et emploi des forces et soutien de la politique de défense de la mission, et sur les différents enjeux qu'ils recouvrent, des opérations extérieures à l'entretien des matériels, en passant, Monsieur le Ministre, par les nombreuses réformes que le ministère de la Défense met en œuvre depuis plusieurs années. Les moyens prévus pour la Défense pour 2013 sont stables par rapport à 2012, du moins en crédit de paiement, et atteignent 38,16 milliards d'euros. Les autorisations d'engagement connaissent en revanche une légère baisse de 3,3% pour s'établir à 38,64 milliards d'euros. S'y ajoutent 1,27 milliard d'euros de ressources dites exceptionnelles, issues pour l'essentiel des cessions de bandes de fréquences libérées par le ministère. Pour autant, la reconduction des moyens inscrits en 2012 ne signifie pas que la Défense ne prend pas part aux efforts d'économie réalisés cette année afin de redresser nos finances publiques. La dotation pour 2013 est en effet inférieure à celle qui était prévue en loi de programmation militaire de près de 2 milliards d'euros, ce qui se traduit notamment par le décalage de commandes d'équipements. Sans esprit polémique, je relève que déjà en 2012, le budget était nettement en deçà de l'annuité prévue par la loi de programmation et qu'au total, entre 2009 et 2012, ce sont 3 milliards d'euros qui manquent par rapport aux prévisions. Il est donc clair que la trajectoire de la loi de programmation, qui prévoyait une augmentation des moyens de 1% à partir de 2012, est bien trop optimiste. Elle n'est pas soutenable financièrement compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur notre pays. C'est pour tenir compte de cette nouvelle donne budgétaire, mais aussi des importantes évolutions du contexte stratégique international, que le Président de la République a demandé la rédaction d'un nouveau livre blanc. Une loi de programmation militaire viendra traduire les orientations de ce livre blanc l'année prochaine. À ce titre, et je rejoins mon prédécesseur, le budget de 2013 est bien un budget d'attente qui vise à ne préempter aucune décision, mais à préserver tous les choix possibles. Je tiens à souligner le caractère vertueux de cette démarche qui permet de mener une réflexion approfondie en amont, sans prendre de décisions précipitées qui seraient dictées par le court terme. Sur l'évolution des crédits, au sein d'un budget 2013 dans l'ensemble stable, les évolutions sont relativement contrastées selon les programmes. Parallèlement à la hausse des moyens dévolus à la prospective, le programme 212, soutien de la politique de la défense, enregistre une baisse de ses moyens de 6,4% en crédit de paiement. En revanche, le principal programme de la mission, 178, préparation et emploi des forces, voit ses crédits stabilisés à 22,4 milliards d'euros en crédit de paiement et 23,1 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Le budget pour 2013 se caractérise par de nombreuses modifications de nomenclature. Pour le programme 178, nombre des actions divisé par 2, passant de 47 à 24. De même, la structure du programme 212 est modifiée par fusion de 4 actions en une seule, réduction du nombre de sous-actions. Tous ces changements de nomenclature constituent une clarification utile, surtout pour le programme 178, que le foisonnement et la diversité des sous-actions rendaient peu lisibles. Toutefois, cette évolution, conjuguée à une modification de périmètre des opérations stratégiques de chaque action, ne facilite pas la reconstitution des évolutions de crédit au cours de ces dernières années. Dans le cadre de la diminution des dépenses de fonctionnement demandées par le gouvernement aux différents ministères, la Défense a clairement choisi de préserver les crédits d'activité opérationnelle. Les dépenses d'entraînement, de carburant, d'entretien des matériels sont privilégiées. Les crédits de maintenance augmentent notamment de 7% pour s'établir à 3,31 milliards d'euros en crédits de paiement. En contrepartie, des économies, parfois drastiques, sont réalisées sur le fonctionnement courant, les dépenses de transport et de communication. Et je souhaite souligner les efforts qui seront consentis à la matière avec, par exemple, des crédits de soutien individuel et collectif en baisse de 23 à 37% selon les armées. J'observerai à ce propos que les campagnes de recrutement des armées relèvent de leurs dépenses de communication et que, de ce fait, elles sont souvent ciblées par les réductions de crédits en période de difficultés budgétaires. Or, ces campagnes de recrutement sont essentielles pour répondre aux importants besoins en personnel des armées
et il est dommageable de les soumettre à des restrictions systématiques. Je pense qu'il serait souhaitable de dissocier le financement de ces campagnes de l'agrégat des dépenses de communication. Sur les opérations extérieures, les arbitrages effectués en faveur de l'activité opérationnelle sont d'autant plus pertinents que les opérations extérieures connaissent une nette décrue. Les effectifs déployés en opération à la fin de l'année 2012 passeront sous la barre des 5 000 hommes, soit près de 3 fois moins qu'au plus fort de l'année 2011, lors de l'opération Harmattan conduite en Libye. La forte diminution des forces projetées, après une longue période d'engagement soutenu, constitue un véritable défi pour les armées qui doivent s'adapter, que ce soit en termes d'entraînement ou de gestion des personnels. La diminution des hommes déployés en opération extérieure est pour partie due au retrait d'Afghanistan. Les forces combattantes reviendront d'ici la fin de l'année, mais des effectifs resteront sur place, tout d'abord pour assurer le réacheminement des matériels en France, ensuite pour achever un certain nombre de missions au sein de l'hôpital et de l'aéroport de Kaboul, ainsi qu'en matière de formation des forces armées afghanes jusqu'en 2014. Des forces françaises sont toujours déployées par ailleurs au Liban ou encore dans le cadre de l'opération Atalante, où la marine assure, en coopération européenne, des missions indispensables de lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Les surcoûts issus des opérations extérieures devraient atteindre en 2012 un peu plus de 870 millions d'euros, en forte baisse par rapport à 2011, qui était une année exceptionnelle avec l'opération Harmattan. Dans le budget 2013, 630 millions d'euros sont à nouveau inscrits au titre des OPEX. Cette dotation sera sans doute plus proche des surcoûts effectifs pour 2013, mais il faut prendre en compte le coût des opérations logistiques accompagnant le retrait d'Afghanistan, difficile à évaluer pour l'heure. De plus, compte tenu des différents points de tension actuels dans le monde, il serait pour le moins hasardeux d'anticiper une baisse durable du volume et du surcoût de ces OPEX. Sur l'activité des forces armées, je reviens à l'entraînement des forces qui fait l'objet d'un certain nombre d'objectifs définis par la loi de programmation militaire. Les différentes armées rencontrent des difficultés à les remplir pleinement. En 2011, la plupart des objectifs ont été atteints et même dépassés en raison de la très forte sollicitation des armées en opération, mais l'année 2012 a été moins favorable et de ce point de vue, l'année 2013 ne sera pas meilleure. Parmi les difficultés récurrentes figure la disponibilité insuffisante des équipements qui ne permet pas aux pilotes d'hélicoptères, d'avions de combat ou de transport de remplir totalement leurs objectifs. Or, il faut bien garder à l'esprit que la technicité des missions et des appareils impose un entraînement soutenu des personnels, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. L'entretien des matériels constitue donc, à mon sens, un enjeu réel, tant opérationnel que financier pour les armées. Un récent et épais rapport du contrôle général des armées et de l'inspection générale des finances chiffre les moyens consacrés à la maintenance des matériels militaires à environ 5,5 milliards d'euros en 2010 et prévoit une hausse de ces coûts de près de 9% entre 2010 et 2014. J'en partage l'essentiel des conclusions. De fait, les armées se trouvent aujourd'hui confrontées à une double contrainte. D'une part, l'entretien d'équipements vieillissants qui requièrent un gros effort de maintenance. Par exemple, l'âge moyen des hélicoptères Puma est de 38 ans et certains des avions ravitailleurs approchent la cinquantaine d'années. D'autre part, l'arrivée de matériels nouveaux, de haute technologie, qui sont très coûteux à entretenir à leur début. Concernant la mise en œuvre des réformes, je voudrais insister sur l'ampleur de ces réformes que le ministère de la Défense conduit depuis 2008, à travers la refonte de sa carte militaire, la baisse sans précédent des effectifs, la réforme du soutien. Et tout cela tout en assumant d'intenses engagements opérationnels. Les forces armées ont pris plus que leur part à la réforme de l'État et les nouvelles structures doivent désormais être stabilisées pour trouver toute leur place. En premier lieu, le ministère de la Défense s'est engagé dans un plan de réduction de ses effectifs de plus de 54 000 personnels entre 2008 et 2015. En 2013, le plafond d'emploi diminue de 7 876 équivalents temps plein pour la mission, dont 7 475 pour le seul programme 178, lequel porte près de 90% des effectifs. Une bonne part du chemin a d'ores et déjà été parcouru et le ministère se trouve en avance par rapport à la trajectoire prévue. Pour autant, les différents chefs d'état-major mettent en avant que le plus difficile reste à faire, à savoir identifier
les quelques 4000 derniers postes qui doivent être supprimés. Il conviendra, Monsieur le ministre, d'être attentif sur ce point. La diminution substantielle des effectifs ne s'accompagne toutefois pas d'une évolution comparable des dépenses de masse salariale, puisque les crédits de titre 2 restent stables à 19,39 milliards d'euros pour la mission. Cette discordance trouve plusieurs explications, notamment le poids croissant des dépenses de pension et d'allocation chômage versées par le ministère, les mesures dites bas salaires, mais aussi l'évolution de la structure des effectifs avec la hausse du taux d'encadrement. En abordant le sujet des dépenses de titre 2, je voudrais dire un mot des difficultés rencontrées avec le calculateur Louvois. Mon prédécesseur dans ce rôle de rapporteur spécial, Louis Giscard d'Estaing, évoquait, et j'ouvre les guillemets, des processus techniques démoniaques dans un rapport de 2009 sur la performance dans les budgets. Louvois me semble en être un exemple. Des irrégularités nombreuses sont constatées dans le versement des soldes depuis l'automne 2011 et j'estime que de tels dysfonctionnements ne sont pas acceptables alors qu'ils affectent notamment des personnes revenant d'opérations extérieures. À ce titre, Monsieur le ministre, je salue les mesures vigoureuses que vous venez d'annoncer pour mettre un terme à ces difficultés avec notamment l'instauration d'une enveloppe de 30 millions d'euros et je vous demanderai de nous donner quelques prévisions sur ce point. En deuxième lieu, je rappellerai que la réforme de la carte militaire s'accompagne de travaux d'infrastructures conséquents, notamment pour faire face à la densification des implantations. Un dispositif d'accompagnement a été mis en place en 2009 pour les territoires les plus touchés par les fermetures ou les réductions d'implantation, avec le fonds de restructuration de la défense. Toutefois, les crédits prévus à ce titre n'ont pas été consommés à la hauteur des prévisions, ce qui laisse craindre des difficultés à engager réellement les projets de reconversion. La refonte du plan de stationnement entraîne également des cessions d'emprise du fait de fermetures de sites et d'établissements. La loi de programmation prévoyait d'importantes ressources provenant de cessions immobilières. Force est de constater que l'évaluation faite à plus de 2 milliards d'euros était trop optimiste, notamment parce qu'un certain nombre de cessions se sont faites à l'euro symbolique pour faciliter, ce qui est au regard d'ailleurs assez juste, un certain nombre de cessions au plan local pour faciliter des projets d'aménagement des emprises laissées par le ministère. De plus, la perception de ces ressources a pris du retard, alors qu'une importante part des recettes attendues doit provenir des emprises parisiennes les plus valorisées. Or, ces cessions sont tributaires du regroupement des administrations centrales à Balard. Sur ce sujet des travaux de Balard, ils ont débuté en mars dernier avec un peu de retard sur le calendrier et le transfert des personnels doit désormais intervenir à l'automne 2014 pour s'achever en février 2015. Je ne rappellerai pas les conditions de ce contrat de partenariat qui sont bien connues. J'évoquerai seulement les contraintes juridiques qui pèsent sur le déroulement du projet. Suite au recours de la mairie de Paris contre le permis de construire, les travaux conduits sur la Corne Ouest ont été interrompus. L'enjeu, le fameux garage du bus de la RATP sur la Croix-Nivert que la mairie de Paris voudrait déplacer pour construire des logements. Plusieurs solutions sont envisageables. Les négociations sont en cours entre le ministère, la mairie de Paris, la RATP. Il me semble important de dire qu'il est nécessaire qu'elles aboutissent rapidement, Monsieur le ministre, car d'elles dépend une partie du financement du projet, compte tenu du projet de location des bureaux qui doivent précisément être construits sur la partie Corne Ouest. En troisième lieu, je voudrais aborder la question spécifique de la mise en place des bases de défense. Depuis janvier 2011, le soutien des forces s'articule autour de 60 bases de défense de taille très variable. Cette réforme, qui constitue un véritable bouleversement de l'organisation des armées, notamment pour l'armée de terre, s'est accompagnée d'une baisse des effectifs de soutien. C'est encore un peu tôt pour en dresser un bilan, mais les témoignages que j'ai reçus m'incitent à dire que nous devons ensemble toujours considérer avec attention le niveau de nos équipements. Si nous ne le faisions pas, nous prendrions le risque d'un décrochage, y compris dans l'utilisation de nos capacités. Il faut veiller en outre à ce que cette réforme des bases de défense ne se traduise pas par une moindre cohésion des personnels en instaurant une dichotomie entre les personnes chargées du soutien et celles relevant des forces opérationnelles. Je terminerai mon propos en évoquant la nécessaire relance de l'Europe de la défense, qui, de l'avis général, est aujourd'hui en panne. Il importe de progresser de façon concrète avec nos partenaires. Je pense aussi à des réalisations très pragmatiques, par exemple le modèle du Centre de commandement européen du transport aérien qui vise à mutualiser l'aviation de transport de plusieurs pays et qui, lancé en 2010, fonctionne bien. En conclusion, je rappellerai qu'au regard des contraintes budgétaires,
le budget de la défense est relativement préservé, tout en participant aux efforts d'économie. Dans l'attente de la future loi de programmation militaire, je souhaite insister sur la nécessité de fixer une ligne réaliste en définissant un cap clair et crédible pour nos forces armées, tant du point de vue de la trajectoire budgétaire que des contrats opérationnels qui leur sont assignés. Des projections budgétaires trop optimistes ou des contrats opérationnels trop ambitieux, comme lors de la précédente loi de programmation, ne peuvent conduire qu'à de nouvelles révisions. J'ai compris en les rencontrant que les militaires souhaitent de la lisibilité sur leur place, je termine, Monsieur le Président, sur les actions qu'ils doivent mener, sur le cadre budgétaire alloué à leur mission. Je redis donc en conclusion que le travail de la commission du livre blanc est primordial. Vous aurez, Monsieur le Ministre, à faire avec le Président de la République et le Premier ministre des choix importants pour l'avenir de notre pays et la place qu'il entend donner à sa défense dans un contexte international et stratégique mouvant. La situation dans plusieurs points du globe, tout particulièrement en Afrique subsaharienne, dans la région du Sahel en particulier, ou encore au large de la Somalie, doit nous inciter à la plus grande vigilance, y compris en termes de capacité à mobiliser des moyens adéquats si nos interventions devenaient nécessaires, qu'elles s'inscrivent dans un cadre européen, sous mandat de l'ONU ou sous commandement de l'OTAN. Je demande à mes collègues de formuler un avis favorable, je le formule moi-même et je demande de me suivre, sur l'adoption des crédits de la mission Défense.